Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo CIP où je vous parle de stars, d'influenceurs et de polémiques. Et la vidéo que j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter, c'est suite à une recommandation dans les commentaires. Fait que si vous connaissez des sujets que vous aimeriez que je parle ou que vous trouvez qu'il serait intéressant que j'aborde, dites-moi-le dans les commentaires, j'aime ça prendre de vos idées. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler du mirage d'une jeune millionnaire de 30 ans. Dans le fond, elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle est partie de rien puis qu'elle est devenue millionnaire avant ses 30 ans. Mais comme on va apprendre dans la vidéo, peut-être qu'il y a un peu anguille sous roche dans cette histoire-là. Fait que je vais vous laisser découvrir ça. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour pas manquer mes prochaines vidéos. Puis ben, on y va! Mais là, avant de vous parler de la controverse de sa fortune, je vais vous parler de c'est qui Eliane Gamache-Latourelle parce que c'est un peu la personnage principale, on va dire, de l'histoire. Et là, juste avant de commencer, je voulais juste repréciser que le but de ma vidéo, puis ben en fait de mes vidéos en général, c'est pas d'envoyer de la haine, de pas bâcher la personne non plus, c'est juste de vous résumer l'histoire qui s'est passée en 2018 autour d'elle, autour de sa fortune. Et c'est ça, j'ai essayé d'aller rechercher le plus d'informations possible des deux côtés de la médaille, fait que on va plonger dans cette histoire-là maintenant. Donc, c'est qui Eliane Gamache-Latourelle? Ben, c'est une femme haïtienne qui est devenue millionnaire autour de sa trentaine, un petit peu avant sa trentaine. Puis, ben, dans le fond, elle a été interviewée dans plusieurs journaux, elle a sorti des livres, elle a parti des compagnies, elle avait ses pharmacies. Fait que ça, c'est un peu qui elle était. Et en 2014, dans le Journal de Montréal, elle a fait une entrevue avec un journaliste et elle disait que c'était son rêve depuis qu'elle avait à peu près 10 ans d'être millionnaire, que son oncle, Normand Latourelle, c'est le cofondateur du Cycle du Soleil et c'est aussi le fondateur de Cavalia. Et quand il lui avait parlé qu'il avait été, qu'il était millionnaire, ça l'a vraiment inspirée puis elle s'est dit qu'un jour, ben, elle aussi, elle voulait devenir millionnaire, puis que ben, si c'était possible d'avoir vu son oncle qui était comme parti de rien, ben, elle s'est dit, ben, moi aussi, je peux le faire. Elle raconte aussi dans la même entrevue que son père était un pharmacien et que même si, d'habitude, on entend que les pharmaciens font beaucoup d'argent, ben, eux, sa famille vivait quand même avec des difficultés financières. Dans l'entrevue, elle va dire « Tout ce que mon père faisait était de travailler des centaines d'heures par semaine. Mon père était si angoissé financièrement que nos seules vacances se résumaient à louer une chambre pendant 3 jours à Mirabel pour regarder les avions passer. On profitait également de la piscine avec ses palmiers de plastique en tentant de croire que nous étions bel et bien en voyage dans le sud. Rapidement, je me suis dit que jamais je ne serais esclave de l'argent comme mon père l'avait été et que j'allais prendre les moyens pour devenir riche. » Donc, c'est vraiment depuis un âge très jeune qu'elle s'est dit qu'elle voulait devenir riche et pas avoir à s'en faire avec l'argent. Puis justement, on voit que son mode de vie a vraiment changé parce que ben, le journaliste va lui demander à quoi ressemble sa vie et c'est là qu'elle va dire « J'habite dans un magnifique penthouse que je loue dans le Vieux-Montréal. J'ai la liberté de faire mes propres horaires et je mange tous les soirs dans de bons restaurants. Il m'arrive de partir à Paris ou à Vegas 3 jours en classe affaires pour aller souper avec un ami. Je me rends à Québec en jet privé, je conduis une Audi S5 et je viens de m'acheter un VUS de Porsche. Je peux engager des chefs qui cuisinent pour moi et mes amis. J'ai un styliste, des entraîneurs privés et je me fais masser 3 fois par semaine. J'espère avoir un jet privé d'ici mes 40 ans, une Ferrari ou une Lamborghini dans un proche avenir. Cette année, j'espère recourir au service d'un chauffeur car je perds trop de temps en conduisant. Mais pour le reste, je suis une fille simple, mon bonheur passe par les gens et les moments qui me font vivre des émotions. » Donc là, on peut voir quand même pas mal le mode de vie très luxueux qu'elle vit. Et elle va aussi même profiter de l'occasion pour sortir un livre et raconter un peu son parcours de vie, comment elle est partie de rien et qu'elle s'est rendue millionnaire. Donc dans son livre, elle va dire qu'elle avait même 20 000 $ de dette à ses 24 ans puis qu'en moins de 6 ans, dans le fond, elle est devenue millionnaire. Puis le but de son livre, c'est d'inspirer des jeunes femmes à se partir en affaires puis à un peu vaincre le boys club du monde des affaires puis d'amener plus de femmes dans ce monde-là. Fait que là, on va faire un petit saut dans le temps. On est 2 ans après tout ce que je viens de vous raconter. Eliane est toujours dans le montant de sa carrière. Dans une entrevue de La Tribune, elle explique qu'elle a décidé d'aller en pharmacie, même si elle avait un fort intérêt pour l'entrepreneuriat. Et bien justement, quand elle a sorti quand elle a eu son bac, 3 ans après, elle avait déjà 5 pharmacies, ce qui est vraiment beaucoup. Et qu'en plus d'être pharmacienne entrepreneur, elle donnait aussi des conseils pour des jeunes entrepreneurs, pour les aider à se partir en affaires. Et là, quand elle a vu qu'elle était en train de se créer un peu une réputation autour de ça, ben, elle en a profité pour se partir d'une autre compagnie, puis c'était une compagnie de coaching où qu'elle offrait ses services pour des gens qui aimeraient se partir en affaires qui n'ont pas vraiment de base. Donc, ce qu'elle dit dans l'article, c'est «
Je veux que les gens entendent mon message, qu'ils arrêtent d'avoir peur et qu'ils agissent, qu'ils vivent leurs rêves. Les gens font souvent semblant d'être heureux alors qu'ils sont prisonniers de leur quotidien. Après avoir lu mon premier livre, plusieurs m'ont dit qu'ils avaient acheté leur première maison, fait le tour du monde ou laissé leur mari des 23 dernières années. Dans la même année, en 2016, il s'est mis à avoir des rumeurs comme quoi qu'il sortait avec l'acteur Joey Scarpellino. Fait que pour ceux qui le connaissent pas, il a joué entre autres dans l'émission Les Parents pendant 4 ans. Il a fait d'autres séries, mais moi, personnellement, c'est là que je l'ai connu. Et ben là, c'est ça. En ce moment, ça a l'air pas trop important dans l'histoire, mais on va y revenir plus tard. Fait que bref, à ce moment-là, il s'est mis à avoir des rumeurs comme quoi ils sortaient ensemble, mais c'était pas trop clair. Et là, c'est 2 ans plus tard, en 2018, le 24 janvier 2018, il va y avoir un article de la presse qui va sortir et qui va vraiment avoir l'effet d'une bombe sur l'image d'Éliane. Ça va complètement changer la perception que les gens ont d'elle. Un peu comme l'histoire de Joël Legendre. Je vous ai fait une vidéo là-dessus aussi, si vous êtes intéressés, je vais vous la mettre juste ici. Évidemment, c'est pas la même histoire, mais c'est le même principe dans le sens les gens ont une opinion ou ont une image de quelqu'un et là, boum, il y a un article qui est sorti. Et là, les gens se sont mis à avoir une opinion complètement différente. C'est dans un article de la presse que la journaliste Nathalie Petrovski va se mettre à peindre un portrait vraiment différent d'Éliane. Au début, l'article avait commencé en résumant un peu, en rappelant c'était quoi le mode de vie d'Éliane. Elle fait un petit rappel comme quoi, au lancement de son livre, ça s'est déroulé à la salle de réception du Ritz. Et pour ceux qui connaissent pas le Ritz, c'est un hôtel vraiment luxueux. Les chambres commencent autour de 600 $ et peuvent même aller jusqu'à 10 000 $ la nuit. Et pendant l'événement, on pouvait voir des gens assez riches et assez connus du showbiz. Donc, il y avait Luc Poirier, le dragon Serge Beauchemin, Julie Dupage, Anne-Marie Lozic, Kim Lizotte et Mireille Deglun. Personnellement, je les connais pas tous, mais je vais vous avoir mis des photos. Et bien, suite à ce petit rappel-là de l'événement très mondain et luxueux, on va rentrer dans plusieurs témoignages dans l'article et on va commencer par une certaine Ariane Leduc. Donc, Ariane Leduc, c'est une ancienne cliente d'Éliane dans sa compagnie de coaching, la compagnie qui s'appelle l'Activatrice. Et le concept, c'était que ses clients s'appelaient des activés. Et c'est ça, c'était des gens qui prenaient des cours de coaching d'Éliane. Fait que Ariane avait participé à ces cours-là et elle avait décidé de racheter sa compagnie qui allait bien, qui avait beaucoup de clientèle. Et finalement, quand elle a acheté la compagnie, elle s'est rendue compte que la compagnie était endettée de plus de 60 000 $. Et là, Ariane va dire aussi dans son entrevue avec la journaliste, « J'ai compris que j'avais acheté une coquille vide bourrée de dettes, de soldes de crédits impayés et de clients furieux d'avoir déboursé 5 000 $ pour des services qu'ils n'avaient pas obtenus. » Fait qu'en gros, je vais essayer un peu de vous expliquer d'où vient le 5 000 $ puis c'était quoi comment ça fonctionnait l'activatrice. Fait que c'était une compagnie de coaching, comme je vous ai dit, et il y avait 2 options de paiement, on va dire. Fait que un qui était 5 000 $ pour avoir du coaching pendant 1 an. Je ne sais pas c'était quoi la fréquence. Et sinon, il y avait l'autre option qui était environ 150 $ pour une journée. Donc là, comme je l'ai dit, on rentre dans la section des témoignages. Évidemment, je ne vais pas pouvoir tout vous dire. L'article était assez long. Mais comme toujours, il va être dans la barre de description si vous voulez aller lire au complet. Moi, j'ai essayé de vous sortir les points que j'ai trouvés le plus importants, on va dire, ou qui marquaient le plus l'imaginaire. Donc, dans l'article, entre autres, on va lire que 7 anciennes clientes vont dire que la clientèle cible d'Éliane dans sa compagnie de coaching, c'était des jeunes femmes en période de transition et qui étaient vulnérables. Ces ex-clientes vont dire aussi que Éliane jouait sur leurs faiblesses, leur disait qu'ils étaient capables, let's go, tu sais, mais que s'ils n'écoutaient pas ses conseils, ben là, elle se fâchait contre eux puis elle disait que c'était de leur faute que ça fonctionnait pas. Aussi, ce que d'anciennes clientes disent de tout ça, c'est qu'en plus d'avoir payé le 5 000 $ pour l'année de coaching, ils sentaient une pression de la part d'Éliane d'investir dans ses autres business, puis de participer, puis c'est ça, de sentir une pression. Fait qu'entre autres, il y a une femme qui s'appelle Amélie Fortin, qui est une ancienne cliente, qui dit « Stress, perte financière, chantage émotif, j'étais rendue que ça me stressait rien que de recevoir un texto d'Éliane. Plus le temps passait, plus je me rendais compte de sa mauvaise influence sur moi. » Il y a aussi une ancienne cliente qui a décidé de rester anonyme, qui a dit « Éliane est une femme très convaincante et très convaincue. Elle donne l'apparence d'être organisée et d'avoir un plan défini. Elle aime se faire passer pour une sauveuse, mais en réalité, elle n'est pas là où elle prétend être. Son grand talent, c'est de repérer des gens qui traversent des périodes difficiles et d'exploiter leur vulnérabilité. Elle raconte aussi qu'Éliane lui demandait d'investir 20 000 $ dans un système de bracelets. » C'était quoi le système de bracelets? En fait, c'était comme de ce que j'ai compris, là, c'était un peu un système que tu achètes un bracelet en investissant dans une
dans une propriété, dans ce cas-là, c'était un hôtel de luxe ou en tout cas un appartement dans un hôtel de luxe en République dominicaine. Puis là, ce que ça permettait, c'est que les gens qui avaient le bracelet pouvaient aller passer du temps en voyage là-bas gratuitement parce que c'est comme s'ils étaient un peu copropriétaires et qu'à la longue, dans le fond, la valeur des bracelets allait augmenter. Puis là, ils pouvaient aller recruter d'autres gens, ils pouvaient éventuellement revendre leurs bracelets à un plus haut montant. Mais finalement, ce concept-là n'a pas marché. Il n'y a pas nécessairement autant de gens qui a pensé qu'elle allait embarquer. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur argent là-dedans, dont 2 femmes qui ont perdu chacune 13 000 et 17 000 $. Il y a aussi une autre cliente qui a témoigné en disant qu'un des conseils, on va dire spécial, que Eliane disait, c'était de tout dépenser à crédit. Eliane disait que pour réussir en affaires, il fallait tout payer à crédit. J'ai fait l'erreur de l'écouter. Et là, cette femme-là dit que suite à ça, elle s'est mise à avoir jusqu'à 10 000 $ de dette. Et l'ancienne cliente qui a acheté la compagnie de coaching avait aussi accès à l'état financier de la compagnie et a pu voir comment fonctionnaient un peu ses dépenses à Eliane. Donc, ce qu'elle dit, c'est que elle confirme qu'Eliane vivait à crédit, donc sa voiture, son BMW, et elle la louait à environ 1680 $ par mois et son penthouse dans le Vieux-Montréal était loué à 7000 $ par mois, mais elle ne possédait pas ces deux choses-là. Toujours selon Ariane, celle qui a acheté la compagnie, l'activatrice avec son conjoint, ce qu'elle raconte, c'est qu'en 2016, là, fait avant d'acheter la compagnie, Eliane avait commencé déjà à changer un peu son approche de coaching et elle s'était mise à parler de Dieu, parler de religion, parler de foi dans ses rencontres professionnelles. Et ça avait comme un petit peu refroidi certaines personnes. On s'entend que si t'es pas religieux, t'es un client qui est pas religieux, puis là, tu t'en vas à une rencontre de coaching, puis la personne te dit « Dieu va t'amener la lumière, puis c'est grâce à Dieu que ta compagnie va fonctionner. » Ça se peut que ça fonctionne pas, puis ça vienne pas rejoindre tes croyances. Et que suite à ça, quelques mois plus tard, en 2017, Eliane et Joey Scapelno, qui finalement étaient bien en couple, vont divorcer. Et parce que oui, ils étaient mariés, en fait. C'est ce qu'on retrouve. On retrouve des papiers comme quoi ils ont bien été mariés. Par contre, Joey nie avoir été marié avec elle, même si, c'est ça, il y a des papiers et qu'il y a même des photos des deux avec des alliances. Aussi, à peu près dans le même temps du divorce, on va apprendre qu'une compagnie qui était copropriétaire, Eliane et Joey, a fait faillite et a fermé ses portes avec environ 240 000 $ de dette. C'était le chèque santé au 10-30. Donc, c'est ça, ça l'a fermé, ça l'a fait faillite à peu près dans le même temps de leur divorce. Et c'est à ça, c'est comme devenu une période quand même sombre là, pour Eliane. Elle va décider de vendre ses choses, elle va décider de partir vivre en Californie et c'est là aussi qu'elle va proposer donc à Ariane de racheter sa compagnie parce que là, elle était vraiment comme en train de vendre toutes ces choses. Ce que Ariane nous raconte dans l'article, c'est que Eliane venait d'avoir une révélation de Dieu qui lui avait dit de partir en Californie et de me vendre l'activatrice. Elle avait aussi un autre plan, se marier avec Justin Bieber. C'était très sérieux. Elle avait un billet pour son concert à Punta Cana et elle m'a fait réserver une chambre dans tous les hôtels où il logeait pendant sa tournée du printemps. Fait que là, on voit vraiment qu'ici, il y a quelque chose qui se passe. Là. Je veux pas m'avancer, mais on voit qu'il y a complètement eu un changement, beaucoup de difficultés qui sont arrivées dans sa vie, un divorce, une faillite, la religion qui est rentrée dans sa vie, le fait de vouloir aller marier quelqu'un, une personnalité connue qu'elle-même ne connaît pas nécessairement. Fait que là, il y a comme beaucoup d'éléments ici, là. Évidemment, ça semble pas avoir fonctionné vu que Justin Bieber est marié avec Hailey Bieber maintenant, là. Et là, suite à l'article, comme j'ai dit, qui a vraiment eu l'effet d'une bombe, Eliane a décidé de répondre et elle a répondu sur la page Facebook de son co-auteur qui s'appelle Mark Fisher. Fait qu'on va y revenir aussi un petit peu plus tard sur lui, mais dans le fond, Mark Fisher, c'est un auteur avec qui elle avait écrit son livre de un peu comment elle était devenue millionnaire et c'est là qu'elle va écrire son statut. Je suis sincèrement désolée que mes recommandations n'aient pas eu tous les résultats escomptés auprès d'une infime partie des centaines de gens que j'ai conseillés. Je ne suis pas parfaite, j'ai clairement aussi fait des erreurs dans mon parcours qui m'ont grandement affectée professionnellement et personnellement, mais je sais aussi que j'ai fait une différence significative et positive dans la vie professionnelle et personnelle de plusieurs autres qui n'ont pas été cités dans cette enquête journalistique. Elle dit aussi dans le même statut que sa santé mentale et physique ont pris un coup dans la dernière année suite à l'article et qu'elle ne fera pas d'entrevue formelle. Et là, justement, son co-auteur, Mark Fisher, va aussi commenter la situation. Et lui, ce qu'il va dire, c'est qu'elle serait victime d'une campagne de salissage. La vérité au sujet de la jeune millionnaire, c'est qu'Ariane Leduc a acheté la compagnie l'activatrice d'Eliane Gamache-Latourelle,
qui lui a consenti un solde de vente de 15 000 $. Lorsqu'elle a été incapable de payer le dit solde, elle a menacé Eliane de parler à sa copine Nathalie Petrovski, ça c'est la journaliste, et qu'elle la salirait, ce qu'elle fit avec délectation. Que faisait Ariane Leduc de 2013 à 2015? Elle était conseillère publicitaire à La Presse. Ariane Leduc prétend qu'elle n'a pas bien analysé le bilan de l'activatrice, qui a fait un chiffre d'affaires de 555 000 $ l'année de son rachat. Que faisait Ariane Leduc de 2010 à 2013? Elle travaillait à la Banque nationale comme conseillère en développement des affaires et en finances personnelles. Je plains les pauvres clients qui ont dû subir ces conseils et je me demande comment le Conseil de la presse canadienne réagira à ma plainte pour manquement grave au code de déontologie journalistique. Qu'en pensez-vous? Donc ça, c'est le point de vue de Mark Fisher qui est clairement du côté d'Eliane. Suite à la publication de l'article dans la presse, l'article que je vous parle depuis tantôt, Nathalie Petrovski et 2 anciens clients ont été invités à l'émission de Tout le monde en parle. Malheureusement, j'ai pas été capable de retrouver le contenu de l'émission en ligne, mais de ce que j'ai pu lire dans des résumés, ça serait vraiment... Ils auraient redit un peu ce qui a été dit déjà dans l'article. Fait que je pense qu'on manque pas trop d'informations à ce niveau-là. Par contre, en réponse à l'entrevue, Eliane va adresser un message à Guy Lepage et ce message-là est supprimé de sa page Facebook et même en fait sa page Facebook, je ne l'ai pas retrouvé, mais le off-post, je ne sais jamais comment le prononcer, il avait fait un article à ce moment-là et ils ont résumé un peu la situation. Fait que, ce qu'elle disait, c'est que l'entrevue à l'émission de Tout le monde en parle aurait servi à diffuser de la haine, du mensonge, de l'incitation à l'agressivité à son égard et de la diffamation. Avant l'émission, Eliane avait aussi écrit un statut Facebook dirigé envers Nathalie Petrovski, la journaliste, en disant qu'elle est une grande manipulatrice et qu'elle a des raisons pécuniaires d'insulter les gens et de manipuler l'information. Dans l'article qui est résumé, l'entrevue, tout le monde en parle, ça nous dit que Nathalie, pendant l'entrevue, elle aurait réfuté le fait qu'elle aurait eu un vendetta contre Eliane en disant qu'elle connaît juste tout simplement pas Eliane et que pour avoir une vendetta contre elle, il faudrait que minimalement elle la connaisse. Et que de plus, elle avait aussi invité Eliane à être interviewée quand elle écrivait son article, mais qu'Eliane avait refusé et que son avocat avait aussi même annulé le rendez-vous peu de temps avant la publication de l'article. Donc, ce que la journaliste disait dans l'entrevue Tout le monde en parle, c'est « Vendetta personnelle, il faudrait encore que je la connaisse et je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. D'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé ça la rencontrer. J'avais tellement entendu parler d'elle. Elle me fascinait un peu. Il n'y a pas de vendetta, il y a une enquête qui a été faite très rigoureusement. J'ai des documents de cours, je suis allée au palais de justice, j'ai vu toutes sortes d'affaires, j'ai parlé à plein de monde, j'ai fait un travail d'enquête, c'est tout. » À peu près 5 mois après toute cette histoire-là, on apprend dans la presse que Eliane a déclaré faillite pour un petit peu plus qu'un demi-million de dollars. On apprend aussi dans l'article à qui elle devait de l'argent, donc il y avait sa mère pour 125 000 $, Ariane Leduc et Maxime Lachapelle, le couple qui a racheté la compagnie de coaching pour environ 85 000 $, l'avocat d'Eliane pour environ 70 000 $, et 5 compagnies de cartes de crédit pour environ 50 000 $. Eliane va aussi dire que sa faillite est le résultat de choc post-traumatique. Dans une entrevue qu'elle va faire avec la presse à ce moment-là, elle va dire que, selon elle, les gens qui ont témoigné dans le premier article cherchaient à lui nuire, puis qu'à ce moment-là, elle était vraiment millionnaire, que c'est pas faux ce qu'elle vivait, et que toutes ces dettes de pourquoi elle fait la faillite maintenant, c'est vraiment des dettes qui ont été accumulées dans la dernière année. Elle dit aussi qu'au moment où ça allait le moins bien, fait que je pense que c'est au moment pas mal où que tout se passait pas très bien là, avec son ex, la faillite de sa compagnie et tout. Je me suis débarrassée de toutes mes possessions. J'ai tout donné à des étudiants de cégep et à des gens dans le besoin. Je n'ai gardé que 50 000 $ dans mes poches. Elle dit aussi qu'elle avait cédé les parts d'une des pharmacies qui lui restait à son associé à ce moment-là. J'avais 3 millions d'actifs et je me suis débarrassée de tout quand je suis partie. Par contre, il y a une incohérence que la journaliste a remarquée parce que dans le document de la faillite, il y a une question qui dit « Avez-vous fait des dons de plus de 500 $ dans les 5 dernières années? » Et Eliane a répondu non. Fait que là, est-ce que c'est parce qu'elle voulait pas le dire ou qu'elle y a pas pensé? Ou... Honnêtement, je sais pas trop pourquoi elle pose cette question-là non plus, là, mais c'est une incohérence qui a été soulevée. Elle avait un peu expliqué comment elle a fait pour s'endetter autant dans la dernière année. C'est que, justement, elle avait plus autant de rentrées d'argent, mais elle continuait de vivre le même train de vie qu'elle avait. J'étais habituée à des rentrées d'argent de 50 000 $ par mois. Je suis restée pendant 3 mois dans un hôtel à 300 $ la nuit en Californie. Je continuais à dépenser sans avoir conscience de la situation. Personne ne comprend que quand on est malade, on s'en fout de l'argent. J'étais suicidaire, ma vie était en jeu.
Et c'était justement un peu à la même époque là, que ce que Ariane disait dans l'autre entrevue, c'est que Eliane, à ce moment-là, voulait tout vendre et aller se marier avec Justin Bieber. Fait qu'on voit que ça n'était pas très stable émotionnellement et mentalement à ce moment-là. Finalement, vers la fin de l'entrevue, Eliane dit qu'elle voudrait repartir à zéro, qu'elle a encore toute la vie devant elle, elle a seulement 30 ans, et qu'elle aimerait ça et si elle pouvait rembourser ses créanciers éventuellement là, quand elle aurait les moyens. Finalement, le dernier point que je voulais vous aborder, c'est que suite à l'article qui avait été fait, l'article qui a complètement fait changer la vision du monde d'Eliane, Eliane a décidé de porter plainte au conseil de presse. Dans sa plainte, elle disait que la journaliste était en conflit d'intérêts, qu'elle n'avait pas été impartiale et qu'elle avait même communiqué des informations inexactes à son sujet. Donc, ce que le conseil de presse va dire, c'est bien que la plaignante déplore que la journaliste ait occulté des témoignages en sa faveur recueillis auprès de son avocat, son co-auteur et d'autres clients d'Eliane Gamache, le conseil considère que Nathalie Petrovski n'a pas pris parti dans son article. Elle a présenté la version des faits de ses sources et elle a offert à Mme Gamache la possibilité de donner sa version. Donc, c'est ça, le conseil dit que elle a quand même recueilli plusieurs témoignages d'anciens clients qui ont corroboré là, les informations et que la journaliste a essayé d'avoir le point de vue d'Eliane puis qu'Eliane avait refusé. Donc, c'est comme ça que je vais terminer ma vidéo sur Eliane Gamache-Latourelle. Comme je vous ai dit au début, ma vidéo est vraiment pas dans le but de descendre qui que ce soit ou d'envoyer de la haine. C'est simplement de vous résumer l'histoire, un peu la saga qui était super médiatisée en 2018. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je suis pas du tout une experte en droit et je sais pas si les allégations sont vraies ou partiellement vraies. Je sais pas si tous les témoignages sont 100% vrais, mais si c'est le cas, est-ce que c'était illégal de faire ça? J'ai l'impression que non, pas nécessairement, mais est-ce que c'était éthique de faire ça? Ça, c'était peut-être pas éthique d'aller cibler une clientèle qui était vulnérable, jeune, un peu naïve. Mais encore là, comme je dis, on connaît pas vraiment le fond de l'histoire. Fait que dites-moi, vous, ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous avez un avis différent du mien. Et likez la vidéo, abonnez-vous pour pas manquer les prochaines. Puis on se revoit bientôt. Bye!